Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un phénomène absolument universel, un concept qui définit littéralement notre espèce, l'éducation. C'est quand même fascinant d'y penser, mais l'être humain possède la période de dépendance infantile la plus longue de tous les mammifères. Contrairement aux animaux, on est fondamentalement inachevé. À la naissance, pas de réflexe de survie prêt à être activé instantanément. Notre survie entière dépend donc d'une seule et unique stratégie, la transmission du savoir. À travers cette analyse des sciences de l'éducation, on va voir comment cette transmission a évolué des tout premiers instincts de survie jusqu'au système extrêmement complexe qu'on connaît aujourd'hui. Et pour entrer dans le vif du sujet, rien de tel que cette phrase brillante de John Dewey. Toute leçon est une réponse. En général, on a tendance à se dire qu'enseigner, c'est simplement donner des réponses. Mais Dewey renverse complètement cette idée. Il nous dit qu'avant de balancer une réponse, il faut d'abord créer la question dans l'esprit de la personne qui apprend. Pour qu'une leçon marque vraiment les esprits, elle doit venir soulager une tension cognitive, un vrai besoin de comprendre. C'est un principe fondateur qu'il faut absolument garder en tête pour la suite. Voici notre itinéraire pour aujourd'hui. D'abord, on va retracer l'histoire du phénomène éducatif. Ensuite, on se penchera sur les théories de l'apprentissage. Dans un troisième temps, on élargira la focale sur l'éducation, la société et les inégalités. Et on terminera avec la science de l'éducation en tant que telle. Première étape de notre parcours, l'histoire de l'éducation. Concrètement, comment cette institution s'est-elle construite au fil du temps ? L'évolution de nos manières d'apprendre est assez spectaculaire. À l'ère préhistorique, l'apprentissage c'était purement de l'immersion sociale. On imitait pour survivre dans le clan, un point c'est tout. Le gros basculement arrive pendant l'Antiquité avec l'invention de l'écriture. On passe à une école formelle, mais strictement réservée à une élite. D'ailleurs, petite anecdote assez ironique, le mot école vient du grec skolé, qui signifie à l'époque temps libre ou loisir. Au Moyen-Âge, changement de décor, c'est l'Église qui prend le monopole total du savoir, la lecture devient un acte sacré. Et enfin, à l'ère contemporaine, on assiste à la massification. L'éducation passe d'un privilège pour quelques-uns à un droit universel pour former des citoyens tout au long de leur vie. Et c'est justement dans la Grèce antique qu'éclate le tout premier grand choc des philosophies éducatives. On a deux modèles qui s'opposent radicalement. D'un côté, Sparte. C'est une vraie machine militaire, l'État contrôle tout, impose une discipline physique de fer pour forger des soldats obéissants qui se sacrifient pour la cité. Et de l'autre, on a Athènes, qui ressemble beaucoup plus à un immense club de débat. L'éducation est privée, elle vise l'excellence de l'individu par la maîtrise de la parole et de la rhétorique. Former des soldats soumis à l'État ou forger des individus complets et expressifs. C'est un débat de fond qui résonne encore pas mal aujourd'hui. Deuxième axe, les théories de l'apprentissage. On quitte l'histoire macro pour se poser la question centrale, comment notre cerveau apprend-il réellement ? Pour comprendre, il faut voir qu'on a vécu une vraie révolution silencieuse dans les salles de classe. Imaginez la pédagogie traditionnelle. On y considérait le cerveau de l'élève comme un disque dur complètement vide. Le but du jeu, le remplir de données avec de la mémorisation mécanique, dans une soumission totale à l'autorité. La pédagogie moderne, portée par des figures comme Dewey ou Piaget, change tout. L'esprit devient un muscle qu'on doit entraîner. L'élève n'est plus un réceptacle passif, il devient le centre actif du processus. Il questionne, il manipule, il expérimente. Et le point d'orgue de cette pédagogie moderne, c'est le constructivisme. Pour schématiser, imaginez un énorme bac de briques Lego. Le constructivisme, c'est l'idée qu'on ne donne surtout pas un château déjà tout monté à l'apprenant. On lui donne les briques en vrac, et c'est à lui de construire le château pour comprendre comment les murs tiennent debout. Le savoir est activement réinventé. Ça veut dire qu'échouer et se tromper, ce n'est plus du tout un problème. C'est carrément une étape indispensable pour devenir intellectuellement autonome. Quand on regarde l'évolution des théories de l'apprentissage, c'est comme des couches qui se superposent. Tout au début, on a le behaviorisme avec Pavlov et Skinner. Leurs expériences avec des chiens ou des pigeons ont prouvé qu'on pouvait apprendre par de simples stimuli, des conditionnements basés sur la récompense et la punition. Ensuite, dans les années 50, le cognitivisme arrive et ouvre enfin la fameuse boîte noire de notre esprit pour analyser les traitements mentaux complexes. Puis Piaget et Vygotsky imposent le constructivisme dont on vient de parler. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, Georges Siemens introduit le connectivisme. Apprendre, ce n'est plus seulement stocker des infos, c'est savoir naviguer intelligemment dans nos gigantesques réseaux de connaissances numériques. Et là, en 1983, Howard Gardner débarque et fracasse littéralement l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule forme d'intelligence, mesurable par un simple test de QI. Il dresse cette liste de 8 intelligences multiples et prouve qu'on traite tous le monde de manière complètement différente. Certains vont retenir des concepts par le mouvement corporel, d'autres par la logique mathématique, la musique ou la nature, sans oublier l'intelligence des relations humaines. Reconnaître cette diversité, c'est la clé absolue pour débloquer le potentiel de chacun. On arrive à une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant. L'école reproduit-elle les inégalités ? On voit souvent le système éducatif comme le grand ascenseur social universel par excellence. Mais est-ce vraiment le cas ? Gardons cette idée en tête pour aborder les forces invisibles qui agissent au-delà des simples leçons. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième grand pilier, l'éducation,
la société et les inégalités. Quand les sociologues regardent l'école, deux visions majeures s'affrontent. D'un côté, on a l'approche réformiste d'Émile Durkheim, qui voit l'école comme un formidable moteur de progrès. Pour lui, c'est l'institution qui crée la cohésion sociale, le ciment d'une nation grâce à une morale partagée. De l'autre côté, on a la lecture critique, marxiste, beaucoup plus tranchée. Cette vision observe que l'école exige des codes culturels très spécifiques, ce qui en fait un filtre d'exclusion. Selon cette théorie, l'école ne ferait que valider la culture des élites et reproduire les classes sociales existantes, figeant ainsi le statu quo. À un niveau beaucoup plus microscopique, on observe un phénomène redoutable, l'effet Pygmalion. Une expérience très célèbre a consisté à faire croire à des enseignants qu'une poignée d'élèves, en réalité tirés totalement au hasard, étaient surdoués. Eh bien, à la fin de l'année, le QI de ces enfants avait objectivement augmenté. Pourquoi ? Parce que l'attente positive des profs a totalement modifié leur micro-interaction quotidienne. Coller l'étiquette brillante ou en difficulté sur un élève, ce n'est pas qu'un constat, c'est un acte qui sculpte activement sa réalité et son identité. Tout cela met en lumière une distinction cruciale pour les politiques modernes, la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité pure et dure, c'est donner exactement les mêmes ressources à tout le monde. Le problème, c'est que si certains élèves arrivent avec un capital culturel et linguistique moins élevé que les autres, l'égalité stricte ne fait que maintenir ce retard. L'équité, par contre, ça consiste à donner davantage de soutien à ceux qui en ont le plus besoin au départ. C'est le seul moyen de compenser cet écart invisible et de faire de l'école un véritable levier de mobilité. Quatrième et dernière étape, la science de l'éducation elle-même. Comment les chercheurs s'y prennent-ils pour étudier un monde aussi complexe ? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'éducation n'est pas une discipline fermée sur elle-même. C'est ce qu'on appelle une véritable science carrefour. Impossible de comprendre un problème concret, comme le décrochage scolaire par exemple, si on ne croise pas les regards. On a besoin de la psychologie cognitive, de la sociologie, de l'histoire et de la philosophie pour vraiment comprendre l'apprenant dans toute sa complexité. Pour y voir clair, les chercheurs s'amusent à régler la focale, un peu comme avec un appareil photo. On commence au niveau micro, où l'on va disséquer une seule interaction dans une salle de classe, ou la stratégie d'un seul élève. Ensuite, on recule au niveau méso, là on s'intéresse à la gestion et au climat d'un établissement tout entier, puis on dézoome au maximum au niveau macro pour analyser les politiques nationales et les inégalités structurelles. Et chaque niveau de zoom révèle des informations totalement différentes. Sur le terrain, on jongle entre deux approches. D'un côté, l'approche quantitative, qui brasse énormément de statistiques, de données et de tests standardisés pour valider des hypothèses à grande échelle. De l'autre, l'approche qualitative, qui va beaucoup plus chercher l'humain à travers des entretiens et de longues observations en classe pour comprendre l'expérience vécue. Et devinez quoi ? C'est souvent en combinant ces deux méthodes qu'on obtient l'image la plus fidèle et la plus riche de la réalité éducative. Et toute cette théorie ne servirait à rien sans le terrain. C'est là qu'intervient la fameuse recherche-action. L'idée, c'est de sortir les chercheurs de leur labo pour les faire collaborer directement avec les profs. C'est une boucle continue ultra pragmatique. On pose un diagnostic en classe, on planifie une solution, on la met en œuvre, on l'évalue et enfin, on l'ajuste. On teste et on améliore en temps réel. On arrive à la fin de cette analyse et ça laisse de quoi méditer. L'éducation, ce n'est définitivement pas un simple disque dur qu'on remplit jusqu'à la fin de nos études pour ensuite s'arrêter. C'est un processus continu d'humanisation. Aujourd'hui, avec des technologies et des savoirs qui évoluent à une vitesse folle, continuer à apprendre n'est plus juste un bonus, c'est indispensable. La vraie question avec laquelle on repart aujourd'hui, c'est comment entretenir cette curiosité jour après jour. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur, en espérant qu'elle vous a donné de nouvelles clés pour comprendre cet art incroyable qu'est l'apprentissage.